Donc bonsoir, bienvenue à la Carmagnole. Donc un mot sur le confinement et les conséquences sur la Carmagnole. Donc c'est un temps difficile. On a donc pour une fois une initiative sans public et comme vous pouvez l'entendre aussi sans tireuse de bière. Donc les temps sont durs, mais bon, c'est dur pour beaucoup de monde, un temps difficile, et forcément, dans la Carmagnole, on va avoir besoin de soutien financier pour traverser cette période difficile, difficile pour beaucoup, et afin qu'on puisse maintenir ce lieu de combat politique, ce lieu de rencontre, ce lieu au carrefour des mobilisations sociales, qu'elles soient locales, globales, écolo, démocratiques, ce lieu de résistance. Aujourd'hui, donc, on est avec Grégory Bektari, qu'on remercie beaucoup de sa patience parce que le pauvre, il est dans notre période de rodage, donc il va devoir subir nos premiers tests. Donc, bonsoir Grégory. Bonsoir à vous Donc, et tu merci de es. m'inviter. Bah, c'est avec plaisir. Donc, tu es jeune chercheur à l'Université Paris-Nanterre dans le domaine de l'histoire et de la culture des États-Unis. Et donc, grâce à toi, on va pouvoir faire une initiative post-élection américaine. On va pouvoir discuter un peu du paysage politique suite aux élections qui se sont closes ce mardi 3 novembre aux États-Unis. Donc, cette initiative se déroule quelques jours après les élections présidentielles, avec un verdict encore incertain, mais peut-être que Grégory, tu nous donneras un scoop et tu nous diras qui a gagné, ou qui va gagner, ou qui est presque prêt d'avoir gagné. C'est une incertitude qui nous questionne, nous, en France, parce qu'on est un pays où à peine les bureaux de vote sont clos, que déjà on a le résultat, et donc savoir qu'il faut attendre une semaine pour avoir le président de la première grosse puissance mondiale, ça surprend toujours. Donc, on discutera aussi du comment fonctionnent les élections présidentielles aux États-Unis et quel bilan on peut tirer de cette campagne. Donc, on va commencer peut-être, si tu es d'accord, avant de passer à la quelle situation politique, pour que tu nous expliques quel est le fonctionnement du scrutin, comment fonctionnent ces élections américaines et pourquoi ça met aussi longtemps pour savoir qui va être le roi du monde. Eh ben, en fait, c'est pas très compliqué, mais comme on regarde ça avec notre regard de gens qui vivent en France et qui ont l'habitude de la centralisation, voire l'hypercentralisation, on a un peu de mal à comprendre en fait pourquoi c'est si compliqué. Et il y a des facteurs structurels et des facteurs conjoncturels en fait. Le facteur structurel, c'est que c'est une fédération d'États et que en fait tout ce qui est élection est géré au niveau de chaque État. Il y en a 50. Et chaque État a sa constitution, chaque État a ses lois électorales et chaque État a un secrétaire d'État en fait qui est chargé de toutes les questions qui sont liées aux lois, à la constitution et aux élections et qui est la personne qui gère pour l'État. Et de fait, les lois en fonction des États ne sont pas les mêmes. Donc du coup, ça crée tout un tas de disparités entre les modes de fonctionnement pour le dépouillement des États. Ça, c'est le premier élément. Et le second, c'est que c'est vraiment la situation très particulière actuelle qui est liée à la pandémie de Covid, qui fait que les votes par correspondance, enfin les conditions pour voter par correspondance ont été élargies. Et ça a permis à beaucoup plus de gens que d'habitude de voter par correspondance. Je crois que j'ai lu quelque part que c'était pas moins de 92 millions de personnes qui ont fait la demande d'un vote par correspondance, parce que ça se passe comme ça là-bas. En fait, il faut écrire à l'administration, ensuite elle vous envoie votre vote par correspondance et vous le renvoyez. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'il y a 92 millions qui l'ont envoyé, mais à mon avis, une très grande partie de ces 92 millions-là. Donc ça Et veut du dire qu'il y coup, a plus de l'équivalent de la population française qui aurait voté par correspondance à ce scrutin. ah bah oui, oui, oui. Bon, de toute façon, on est sur un pays, je sais plus, on n'est pas loin des 340, enfin plus de 330 millions là en ce moment. Après, je ne sais plus exactement combien ça fait de votants, parce qu'évidemment, tout le monde n'est pas en âge de voter hein, Oui, forcément. Oui. sur ces gens-là, mais bon, ça fait beaucoup. Et, euh, et du coup, en fait,
avec le Covid, alors la question du Covid a évidemment politisé les élections, mais elle leur a aussi fait prendre un tour vraiment partisan. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que la très grande majorité des électeurs démocrates, ils ont voté par correspondance. Et ils ne sont pas allés se rendre à l'urne, en fait, parce qu'ils n'ont évidemment pas la même vision et les mêmes craintes par rapport au risque de contamination que la majorité des électeurs républicains qui, eux, voilà, qui sont plus influencés par tous les discours autour de la banalisation, la relativisation de la pandémie et aussi tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire les rejets de toutes les contraintes liées aux mesures sanitaires préventives qui sont vues et interprétées par ces personnes-là comme des moyens d'essayer de les soumettre et d'instaurer un État autoritaire ou des choses comme ça, d'attenter à leur liberté. Et d'accord. Et donc, ils votent directement pour le président ou ils votent pour qui alors? Non, alors effectivement, ce qu'il faut comprendre, bon, j'ai dit que c'était une fédération, en fait, le président, il n'est pas vu, contrairement à c'est du suffrage universel indirect et pas direct comme la France, et il n'est pas vu comme le président des Américains d'un point de vue, j'ai envie de dire, du point de vue des lois. Il est vu comme, enfin lui et le vice-président sont vus comme l'exécutif de la fédération des États. Donc en fait, il y a une tension entre les droits des États et les droits, enfin ce qu'ils appellent les droits des États et les droits des citoyens dans la prise en compte constitutionnelle de la façon dont fonctionne le système. Du coup, il y a ce système de grands électeurs dont on a beaucoup entendu parler à la radio, à la télé et sur les réseaux sociaux là en ce moment, je pense. Et ça crée une élection indirecte qui aura lieu le 14 décembre prochain. Les grands électeurs de chaque État se réunissent dans la capitale de chacun des États et décident de qui remporte l'élection. D'accord. Et donc, aux États-Unis, on voit bien qu'il y a quand même une sorte de gros bipartisme. Et quel sens ça a aujourd'hui, ce bipartisme? Parce que si on regarde, il y a des libéraux du côté des démocrates et du côté des républicains. Il y a des protectionnistes du côté des démocrates et des républicains. Comment ça peut justifier? Et ce bipartisme, est-ce que ce n'est pas aussi un frein pour que des forces écolos, socialistes, pour qu'elles puissent émerger de ce scrutin et un peu reprendre le pouvoir aux États-Unis? Bon, là, c'était difficile parce qu'on avait une gauche qui était divisée avec Sanders et Warren. Peut-être tu nous en diras un mot, mais ce bipartisme, il est encore valable. Il faut enfin, il se change petit à petit. Comment ça marche? Ça, on a le droit de penser qu'il y a une forme d'usure du système bon, il y a eu des amendements à la Constitution, des choses ont bougé depuis la fin du XVIIIe siècle, mais finalement pas tant que ça. Mais on pourrait un peu en dire autant de la République française, hein, même s'il y a eu plusieurs républiques à la suite. En gros, oui, évidemment que ce système est un frein à l'existence de forces politiques qui soient beaucoup plus à gauche, notamment, beaucoup plus, qui une pensée de l'écologie qui soit une pensée en contradiction avec le capitalisme vert, par exemple. Ça, c'est clair que depuis, on va dire, le milieu fin des années 40, la gauche institutionnelle, telle qu'on la connaît en France et qu'on l'a connue avec le Parti socialiste et le Parti communiste, elle n'existe pas. C'est une grosse différence à comprendre par rapport à ce qu'on connaît dans notre pays. Et du coup, la question de comment la refonder, qui se pose aujourd'hui et qui est posée par les gens qui sont autour de Bernie Sanders, et notamment dans DSA, mais pas que, dans d'autres organisations, mouvements sociaux, etc.,
elle se pose avec les données de la situation et du contexte de là-bas, avec ces deux gros partis qui sont avant tout des machines électorales et qu'on pourrait aussi qualifier comment dire, presque de piliers de l'appareil d'État, en fait. Ça n'a vraiment rien à voir. Il n'y a pas d'unité idéologique. Contrairement à ce qui se passe en France, par exemple, vous ne pouvez pas en fait rejoindre un parti en prenant votre carte et en allant à une réunion, par exemple, une fois par semaine ou par mois, en faisant des activités. Ça n'existe pas. Ce sont des appareils, en fait, et des appareils qui deviennent actifs pour les campagnes électorales. Et du coup, là, la campagne vient de se clore. Et ben, qui c'est qui est le gagnant de cette élection? Trump? Biden? On sent que le perdant, ça risque d'être les pauvres Américains, mais qui gagne le scrutin? A priori, là, au point où on en est, puisque Biden, dans les décomptes, est passé devant en Géorgie, en Pennsylvanie, dans l'Arizona, dans le Nevada, etc., on voit vraiment mal comment est-ce qu'il pourrait perdre ces élections. Donc, il est vraiment en passe de gagner. Après, il fait très attention à ne pas l'annoncer trop tôt parce qu'il a face à lui quelqu'un qui joue pas en fait qui joue pas avec les règles du jeu démocratique, qui essaye en fait de faire pression avec des moyens qui sont effectivement voilà, qui ne sont pas dans le respect des règles des institutions telles qu'elles existent là-bas. Et du coup, il attend un peu, il attend que ce soit vraiment clair, qu'il ait suffisamment de dizaines de milliers, voire centaines de milliers de voix dans les États en question d'avance pour pouvoir annoncer sa victoire. Mais a priori, c'est lui qui va l'emporter. Ouais. Donc là, tu parlais de Trump, tu dis, bon, il a du mal à respecter la démocratie, ces choses-là. Souvent, en France, les médias, ou même peut-être dans d'autres pays aussi, on prend souvent Trump pour un idiot. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce il a forcément un projet politique? Comment est-ce qu'il fonctionne, ce monsieur? C'est une question très compliquée parce que je ne sais pas C'est pour combien ça que de je te la pose casquettes il d'ailleurs. faudrait pour savoir répondre à ça. Donc, donner une réponse à la fois scientifique et politique par rapport à ça, je ne sais pas trop comment on peut le faire. Mais non, ce n'est pas un idiot. Ça, il faudrait commencer par dire ça. C'est quelqu'un qui... C'est d'abord un homme d'affaires, Trump, et ensuite, c'est quelqu'un qui est rompu à l'art de la négociation. C'est quelqu'un qui sait comment... C'est quelqu'un qui comprend les rapports de force. C'est quelqu'un qui sait comment s'imposer dans des rapports de force par tous les moyens, comment dire, quoi qu'il en coûte. Et c'est quelqu'un qui sait écraser. Donc ça, c'est quand même important. Il a une intelligence stratégique ou à tout le moins tactique. Et son projet politique, là, pour le coup, c'est assez flou. Je pense que c'est quelqu'un qui est d'abord dans des problématiques de carrière personnelle. C'est quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent, qui a été très connu. Donc, j'ai dit c'est un homme d'affaires, mais c'est aussi quelqu'un après qui est devenu une célébrité télévisée, qui aime beaucoup faire des shows, qui sait comment parler aux masses, en fait, qui a une forme d'humour qui plaît à pas mal de gens, en fait, qui a de l'esprit, qui sait beaucoup comment ridiculiser ses adversaires. Donc, il sait en gros comment mettre tout un tas de gens de son côté, se faire apprécier et surtout se faire reconnaître comme un chef. Parce que s'il a une forme de projet, je dirais, c'est bien celui d'avoir autant de gens que possible qui le considèrent comme un leader ou comme une forme de gourou. Voilà. C'est pour ça que en fait, c'est un peu une personne derrière laquelle enfin, les évangélistes, puis là on voit les canons et tout, poussent pour pouvoir eux développer leur ligne politique et autres. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va permettre le développement de certaines lignes politiques, puisqu'il n'a pas l'air d'avoir un projet politique propre à part sur son ego et s'enrichir lui, enrichir ses copains.
Oui, et puis avoir du pouvoir et en user aussi, et que ça se voit. Ça, c'était très important pour lui, et en tout cas de ce que j'ai pu voir de ses pratiques, voilà, jusque-là. Oui, mais il y a une espèce de jeu d'instrumentalisation ou d'utilisation. Enfin, je veux dire, lui, il utilise tout un tas de réseaux évangélistes, de droite radicale, d'extrême droite, etc., comme base, en fait, hein, pour s'assurer de rester au pouvoir et d'avoir un soutien à sa politique. Et eux l'utilisent aussi pour faire avancer leur propre agenda, parce que c'est des gens qui ont... Donc lui, par exemple, de façon totalement opportuniste, il est par exemple à fond pour entraver au maximum, restreindre au maximum le droit à l'avortement, des choses comme ça. D'accord. Et donc, du coup, avec lui, on est rentré dans l'ère complet des fake news, ce qui fait que c'est un jeu un peu dangereux où n'importe qui, même les complotistes et tout ça, peuvent avoir une tribune assez facilement. Donc, il y a émergé le mouvement Canon. On voudrait te faire écouter un clip de campagne qu'on a récupéré sur net et qui donne vraiment envie de voter pour ces gens parce qu'ils ont l'air ouverts, sympathiques et avec un projet de société assez positif. I'm Marjorie Greene, and I approve this ad. America is the greatest country in the world. We need conservatives in Washington that will keep it that way. I'm running to stop gun control. Open borders. The Green New Deal. And socialism. Democrats fight for their socialist agenda every single day. I'll fight even harder to stop them. I'm Marjorie Greene, Republican for Congress. Save America, stop socialism. Voilà, ça c'est tout un programme, stopper quand même l'armée rouge et les marxistes type Sanders du pouvoir. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ce que c'est que ce mouvement Canon? Parce que on a l'impression que c'est des gens qui sont à la fois et satanistes et quand même bien, on pourrait qualifier un peu complotistes d'extrême droite. Comment tu décrirais? Alors, bon, d'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est que cette dame, elle vient d'être élue à la Chambre des représentants. Donc, ce que ça montre, parce que ça paraît assez délirant hein, comme clip de campagne, en fait. Là, on imagine même qui est-ce qui ferait ça en France, par exemple, comme, je ne sais pas, les identitaires ou des choses comme ça. Et on ne sait même pas s'ils iraient aussi loin, s'ils se présentaient aux élections. Peut-être qu'ils se montreraient de façon un peu plus respectable. Bon, là, ce n'est pas un problème, c'est vu comme quelque chose de tout à fait respectable par une partie du public américain et suffisamment soutenu pour que cette femme soit élue à la Chambre des représentants quand même. Là. Donc, effectivement, ça en dit beaucoup sur une tendance, j'allais dire tendance lourde aux États-Unis, mais c'est oui et non, parce que les évangélistes, c'est quoi, 22% de l'électorat, je crois, à peu près. Donc, c'est quand même pas mal, hein, c'est quasiment un quart. Mais ce n'est pas non plus, pour l'instant, quelque chose de majoritaire du tout. Hein. Ouais. C'est bien, mais pas suffisant. Q étant le nom de la personne qui est au centre de cette théorie complotiste, hein, qui envoie des messages sur des forums plus ou moins secrets, dont personne ne sait exactement qui c'est. Il y a plusieurs théories. Bon, voilà, c'est quelqu'un qui, d'une certaine façon, est là pour lancer l'alerte. Et Anon, c'est pour Anonymous. Voilà. Et en fait, tout ça est beaucoup lié à une première théorie du complot autour des réseaux politiques de Hillary Clinton, autour de ce qu'on a appelé le Pizzagate, puisque son directeur de campagne avait été accusé d'être une personne qui derrière, sous couvert de tenir une pizzeria, cette pizzeria servait de couverture à un réseau pédophile. Bon.
Et en fait, c'est comme souvent dans ce genre de théorie, il y a une partie de vérité, et ça c'est quelque chose, parce que tu parlais de l'ère des fake news avec Trump, et Trump, il est vraiment familier de ça. C'est-à-dire, on va chercher un fait qui est réel, et puis autour de ça, on va tout déformer et on va inventer quelque chose qui est complètement faux, qui relève d'un mensonge manipulatoire. Mais comme il y a un fait réel dedans, ben voilà, ça permet en fait de jouer sur la crédulité des gens et la crédibilité du récit. Et là, de fait, effectivement, d'une façon ou d'une autre, les Clinton, mais d'autres politiciens, par ailleurs, y compris aussi républicains, ont été liés à Jeffrey Epstein, un homme d'affaires qui est en train d'être jugé, d'ailleurs, non, c'est plus le cas, puisqu'en fait, il est mort, on l'a retrouvé mort dans sa cellule, soi-disant suicidé, et qui a effectivement a animé un réseau de pédophilie, de prostitution de femmes mineures, et on parle de plusieurs dizaines de personnes, enfin de femmes qui ont été exploitées sexuellement, enfin c'est abominable ce qui s'est passé. Et donc, à partir de là, on a des théories type Pizzagate, comme j'ai dit, ou QAnon qui se sont montées et qui servent en fait d'explication du monde. C'est ça, s'il faut trouver une rationalité là-dedans, c'est qu'on a des gens qui sont rongés par une forme de panique morale et de peur du déclin et de peur surtout de leur place dans la société, de perte de leur place dans la société américaine actuelle, et qui essayent de trouver des récits explicatifs. Alors, montée du complotisme, on voit qu'avec Trump, ça floresse, mais aussi on a la montée du suprémacisme blanc. Est-ce que c'est l'élection de Trump qui a fait cette montée du suprémacisme blanc, ou est-ce que son élection était déjà un signe que ce suprémacisme blanc montait aux États-Unis ? Alors, effectivement, il y a les deux, en fait. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous savez que ce fameux slogan-là, Make America Great Again, qu'on pourrait traduire en français par rendre sa grandeur à l'Amérique, donc aux États-Unis, tous les militants des associations, du mouvement autonome noir, de gauche, etc., et du mouvement social plus large, savent, en tout cas disent, que la traduction, le décodage de ce slogan, c'est en réalité rendre sa blancheur aux États-Unis. Make America White Again. Donc, évidemment, depuis le départ, quand je parlais de l'opportunisme de Trump, je ne sais pas si Trump est particulièrement suprémaciste ou pas. Je ne pense pas que ce soit un personnage qui s'intéresse énormément à ce qui relève de la théorie, mais il prend tout un tas de choses qui peuvent le renforcer politiquement. Il fait un patchwork. Et effectivement, les thématiques du suprématisme, en ayant des slogans codés comme ça lui a permis effectivement de faire voter des gens pour lui. Donc, il a participé à la remontée du suprématisme blanc, très clairement. Ça s'est vu dans des manifestations qui ont, notamment une à Charlottesville, où il y a d'ailleurs une jeune militante antiraciste qui a été assassinée par quelqu'un qui lui a foncé dessus en voiture. Donc ça, c'était dans les débuts de son mandat. Donc oui, il y a une montée, mais, et je vais terminer sur ça, il y avait déjà une forme de réaction très, très, très importante qu'on trouve notamment autour du Tea Party, dans et autour de ce mouvement Tea Party conservateur. À ce sujet, je conseille de lire les articles de Marion Douzou, qui est une spécialiste de ce mouvement, qu'on trouve facilement sur Internet. À partir de là, effectivement, il y a des gens qui, en réaction à la présidence Obama et au fait qu'il y ait un président noir, ont fait remonter les théories suprémacistes et l'agitation autour de ça. Donc, montée de l'extrême droite,
aux États-Unis grâce à Trump, montée de l'extrême droite, montée du racisme encore plus fort que ce qu'il était. Et on voudrait te faire te montrer un Il son fait et encore quelques monter de petites plusieurs crans. Comment? Je dis, Trump, lui, il a fait monter de plusieurs crans à partir de sa campagne Et ouais. électorale. Et donc, du coup, on arrive à des meurtres par des policiers de personnes noires. Et là, on voudrait te montrer donc l'événement terrible qui a marqué ces derniers mois aux États-Unis avec la mort, le meurtre de George Floyd par un policier blanc donc aux États-Unis. L'émeute et la colère dans les rues de Minneapolis. Depuis jeudi, des manifestants visent les commissariats, brûlent et pillent. La violence pour certains comme dernier recours contre ce qu'ils estiment être un racisme ordinaire de la police. Si on est violent, alors ils commencent à en parler. On va leur faire peur. On a essayé d'être pacifiste, on a demandé nos putains de droits. Et maintenant, ils nous écoutent seulement quand on brûle des trucs. C'est la mort d'un père de famille afro-américain lundi dernier qui a mis le feu aux poudres. George Floyd est arrêté par la police. Il ne semble pas violent, mais un agent le plaque au sol. George Floyd appelle à l'aide. Il meurt quelques instants plus tard. Le policier est d'abord suspendu, mais pas arrêté. Spontanément, des manifestations s'organisent pour dénoncer cette impunité avec ses slogans. Les Noirs sont opprimés chaque jour et nous en faisons l'expérience quotidiennement. Et maintenant, ils tuent quelqu'un qui a essayé de sauver sa vie sans aucune raison. Le seul crime commis était le fait d'être noir, ce qui est le crime le plus stupide au monde. Depuis, le policier a été poursuivi pour meurtre et homicide involontaire. Mais le mouvement s'étend dans des dizaines de villes des États-Unis. À Atlanta, à New York, ou encore à Denver. Donc là, on voit des images horribles. Dans le commentaire, on parle de mettre le feu aux poudres, mais ça veut dire qu'il y avait de la poudre. Il y avait déjà une situation qui a permis cette explosion de mécontentement fort, de montée des manifestations et puis de la réaction du mouvement antiraciste. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Malheureusement, comment dire, des hommes, des jeunes hommes noirs, enfin jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, parce qu'il n'était pas si jeune que ça, Michael Floyd. Il y en a qui décèdent aux mains de la police ou qui sont blessés. C'est malheureusement très courant aux États-Unis, en fait. Proportionnellement, ça l'est même plus qu'en France. Voilà, je ne dis pas ça pour minimiser ce qui se passe en France, on aura peut-être le temps. Oui, on va en parler un petit peu juste après, effectivement. Mais c'est plus lié à la question de la violence de cette société américaine et de la présence des armes à feu partout. Du coup, ça tend énormément et il y a un usage qui est fait, qui est vraiment beaucoup plus important. Et donc, voilà. Et donc, le mouvement Black Lives Matter. Le mouvement Black Lives Matter est né pas de cette mort de George Floyd. C'est quelque chose qui date du début des années 2010, à peu près 2013, donc quelque chose comme ça. C'est quoi ce mouvement? Est-ce que c'est un nouveau mouvement antiraciste? C'est uniquement cantonné aux populations noires qui s'y retrouvent dans ce mouvement? Comment ça fonctionne? Oui, d'ailleurs, excusez-moi, c'est George Floyd et pas du tout Michael Floyd, je suis désolé. Oui, alors, le mouvement Black Lives Matter, il est relancé par le meurtre de George Floyd à Minneapolis fin mai 2020. Mais en fait, il est lancé en 2013, donc c'est sous le mandat Obama. C'est assez important de le dire, puisqu'il y avait à l'époque, ça c'est Cornel West qui le dit, qui est un universitaire et militant antiraciste et membre de DSA d'ailleurs, qui parle de Black Faces in High Places, et qui dit, malgré le fait qu'il y avait des hommes noirs en situation de pouvoir
absolue, puisqu'il y avait Obama président et il y avait aussi un ministre de la Justice qui était noir. Malgré ça, les meurtres d'hommes noirs ont continué. Voilà. Et du coup, ça part en 2013 et effectivement, c'est de fait un mouvement en critique à l'absence de réformes structurelles sur cette question de la part de Barack Obama. Et voilà. Et ce terme de Black Lives Matter, c'est Alicia Garza, qui est une des initiatrices de ce mouvement, qui est une militante antiraciste, qui l'a fondé, qui l'a lancé sur Twitter, et c'est devenu quelque chose d'iconique. Elle a dit sur un de ses messages, à la suite de la mort de... Alors, est-ce que c'était à Ferguson ou est-ce que c'était encore avant? Je ne sais plus. Voilà, elle a fait un tweet où elle disait « Black Lives Matter ». Voilà. Et tout ça a été repris de façon virale. Et pourquoi est-ce que George Floyd, pourquoi est-ce que ça a réémergé par George Floyd, alors que, comme je le disais, il y a malheureusement eu d'autres cas aussi tragiques avant. Moi, mon hypothèse, c'est que c'est essentiellement cette vidéo, la violence symbolique, la puissance de la violence symbolique de cette vidéo qui, à mon avis, rappelle aussi à la communauté noire, mais pas que, l'histoire des lynchages aux États-Unis. Il y a des allures de Ku Klux Klan et de lynchage dans ces images. Et une très très vieille histoire. Et d'ailleurs, à ce sujet, je conseille, s'il y a un livre à conseiller sur la question d'où vient ce mouvement antiraciste aujourd'hui, il est très très ancien. Il a commencé d'ailleurs avec les résistances des esclaves qui sont arrivés à partir du XVIIe siècle sur le sol américain. Mais ensuite, voilà, il y a toute la lutte pour arriver à l'abolition de l'esclavage. Et ensuite donc, au milieu du XIXe siècle. Et ensuite, on a la question de la ségrégation qui va quand même durer légalement jusqu'au 64-65, en fait. Donc, c'est très, très récent, cette fin ça fait combien de générations, 65 on va dire même pas 3, quoi. Et avant ça, on ne peut pas parler d'autre chose que de citoyenneté, de seconde zone pour les Noirs au mieux. Avec vraiment, quand on parle de lynchage, il faut bien comprendre que dans les États du Sud, comme la Géorgie dont on parle là, on parle d'une violence de masse, en fait. Et qui est totalement, elle n'est pas juste tolérée, mais elle est totalement intégrée dans les mœurs. Donc, c'est pas rien. Ça n'était pas considéré comme quelque chose d'exceptionnel ou d'exceptionnellement violent de lyncher un noir dans ces États-là. En tout cas, cette mort, elle a marqué jusqu'en France. Il y a eu des manifestations suite à ce meurtre de George Floyd, la reprise de Black Lives Matter aussi. C'est parce que aussi en France, je ne sais pas si ton sentiment là-dessus, mais il y a une ressemblance avec les mouvements qu'on a vus en réaction au meurtre par des forces de l'ordre, par des policiers de personnes d'origine immigrée. Je pense par exemple au mouvement Justice pour Adama Traoré, qui a repris aussi, et inversement, le nom d'Adama Traoré, qui est aussi peint et repris dans des graphes aux États-Unis. Il y a quand même un pont entre ces deux meurtres et ces deux collectifs qui veulent justice, quoi. Alors, tout à fait, mais alors avant de préciser les liens et de faire une comparaison entre ces deux mouvements, je voulais juste dire la référence pour comprendre quelque chose au mouvement antiraciste à son histoire, c'est ça, d'accord, c'est Black America, désolé, on voit, de Caroline Roland-Diamant. C'est très très gros, mais on peut juste parcourir quelques extraits, c'est très très bien fait, donc voilà. Et alors, ça m'amène à faire la transition sur la question de l'inspiration. Alors, il y a effectivement quelque chose qui s'est passé de façon très conjoncturelle
En France, on a vu, en fait, mais pas qu'en France, hein, d'ailleurs, ça a été international. Il y a eu des manifestations dans d'autres pays en Europe et même ailleurs qu'en Europe, hein, de solidarité et qui étaient liées à des problématiques, je pense, locales, domestiques, là où elles ont eu lieu aussi. Il y a cette question-là. Je pense qu'en France, il y avait la question de la disponibilité pour se mobiliser de gens qui ne pouvaient plus être confinés aussi. Qui a fait que c'est parti un peu comme une traînée de poudre, hein, je me souviens. La manifestation devant le tribunal qui a eu lieu, je pense que c'était en juin dernier, si je me souviens bien. Donc, il y a clairement des liens qui se font de l'ordre du symbolique, en fait, ça c'est le premier truc. Après, comment dire ? Pourquoi est-ce que je parlais justement de la très longue histoire du mouvement pour l'égalité des Noirs aux États-Unis ? C'est que je pense, moi je fais partie des gens qui dans leur recherche pensent qu'il est utile et totalement pertinent de faire des comparaisons entre la question du racisme aux États-Unis et la France. Quand on entend partout les gens dans les médias mainstream qui disent on ne peut pas comparer, bon, moi, la première chose que j'entends quand j'entends ça, c'est d'abord du déni, en fait, et la volonté de ne pas argumenter là-dessus. Mais effectivement, s'il y a en comparer, ça veut dire voir qu'est-ce qui est similaire, qu'est-ce qui est différent. S'il y a une grosse différence qui va expliquer pourquoi est-ce que en France, on est encore quand même très très loin comment dire, en termes d'avancée par rapport aux États-Unis sur cette question, c'est bien que l'histoire et la tradition de la lutte sur ces questions en France, c'est beaucoup plus récente, en fait. Et bon, voilà. Et après, il y a un rattrapage à faire qui va prendre le temps qu'il prendra. Mais ce qui est assez intéressant, et je vais terminer sur ça, c'est que ce que permet le mouvement collectif Adama Traoré et puis tous les mouvements qui ont existé avant lui pour porter cette question du racisme systémique et des brutalités policières, mais envisagé justement sous l'angle du racisme institutionnel de la police. C'est bien de populariser des façons d'analyser le problème du racisme en France qui n'étaient jusque-là pas familières et qui n'avaient pas voix au chapitre dans le débat public, on va dire mainstream, quoi, à la télé, à la radio. Alors, on a des questions là parce que comme c'est sur une chaîne YouTube, il y a une interaction. On a des questions au niveau du mail de la Carmagnole. Donc je vous rappelle que vous pouvez envoyer des mails avec vos questions à la contact@la Carmagnole, donc le mail habituel, ou alors directement sur la chaîne YouTube. Et là la question c'est ces liens qui sont affichés par le Justice pour Adama Traoré, par Assa Traoré. Concrètement, ça consiste en quoi ? Est-ce qu'il y a parce que d'après ce qu'on comprend du collectif Adama Traoré, ils disent qu'il ne faut pas avoir une convergence des mobilisations, mais des mobilisations en parallèle qui se renforcent les unes des autres et chacun pour taper ensemble pour aller dans l'objectif qui est le leur. Est-ce que c'est pareil pour Black Lives Matter, le lien que Justice pour Adama Traoré et Black Lives Matter, c'est le même lien ? Est-ce qu'ils font des actions ensemble ? Est-ce qu'il y a comment ça fonctionne ? Alors, alors ça, il faudrait le demander au collectif Justice pour Adama Traoré, je pense. Moi, je n'ai pas d'informations à ce sujet-là. Je ne pense pas. Je pense que le lien se fait, comme je l'ai dit, plutôt sur la question du symbolique, c'est-à-dire de la solidarité, sur la question on va dire, solidarité transnationale, globale, internationaliste, je ne sais pas trop comment est-ce qu'il faut dire ça, sur la question des violences policières et du racisme systémique, notamment incarné par le rôle de l'institution policière là-dedans. Je n'ai pas connaissance de travail en commun. Je pense que j'en aurais entendu parler, c'était le cas, mais voilà, à vérifier.
Mais par ailleurs, c'est aussi beaucoup lié, je pense, aussi bien au mode de fonctionnement du collectif Adama que mode de fonctionnement Black Lives Matter, parce que Black Lives Matter, c'est une étiquette. Et c'est pas une organisation, faut bien comprendre, ça n'est pas une organisation, on va dire nationale ou plutôt fédérale aux États-Unis. C'est une sorte de c'est un label de lutte, quoi, un truc. Comment ? Un label de lutte contre le racisme sur ces questions. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en termes d'organisation, plus précisément, si on se pose la question de qu'est-ce que c'est concrètement, comment ça agit, c'est plutôt c'est très décentralisé et c'est des groupes ou des réseaux ou des collectifs qui ont une réalité et une action militante au niveau soit du pays, soit même des localités, des villes, des districts, etc. Et il n'y a pas un comité central ou je ne sais pas quoi, il n'y a pas il y a rien qui ressemble à ça. Et donc, c'est effectivement, on se revendique de cette plateforme. Pour le coup, il y a une sorte de plateforme revendicative qui tourne beaucoup ces derniers temps sur la question de l'arrêt du financement de la police, en fait, et qui pose d'ailleurs beaucoup de questions autour de ça, parce que ça pose la question de l'alternative à la police, ici et maintenant. Voilà, mais c'est pas quelque chose qui fonctionne avec des congrès, non, pas du tout. C'est très mouvementiste et très local. Donc du coup, on a vu un peu le bilan qui est plutôt globalement positif des 4 années Trump, avec la montée du racisme, la montée de l'extrême droite, la montée du complotisme. Mais est-ce que tu peux nous parler de cette campagne qui a dû être aussi très fleurie, très de gentleman entre Biden et Trump? Parce qu'on a pas mal de questions sur l'ambiance dans cette campagne et comment elle s'est déroulée. Alors, c'est une campagne qui a été, étrange, improbable par plein d'aspects. Notamment parce qu'elle a été complètement coupée par la pandémie du Covid, que du coup, au final, Trump, qui est, comme je le disais, quelqu'un qui adore faire des shows, se mettre en scène et puis gagner du soutien comme ça, en fait. Il faisait plutôt des clusters. Mettant en avant sa figure de leader, oui. Là, du coup, il faisait plutôt des clusters, du coup. Ça... il a fait quelques gros meetings comme ça, mais finalement, après, il a arrêté pendant un moment. Après, il s'est remis à en faire, mais c'était la toute fin. Voilà, donc il y a eu des drive-in aussi, les gens qui venaient écouter un truc sur un écran géant dans leur voiture. Bon, mais ça ressemble pas beaucoup à tout ce qui s'est fait avant. Ça a été un peu compliqué. Et par ailleurs, si on cherche aussi un des facteurs, je dis bien un, il y en a eu plein d'autres, mais qui explique la défaite de Bernie Sanders, ça a été bien aussi la difficulté à mobiliser des gens, parce que c'était vraiment une campagne de mouvement social. C'est ça qui a été assez intéressant aussi, parce qu'on parle d'un mouvement politique, mais qui a utilisé les méthodes, les pratiques du mouvement social pour essayer de mobiliser des gens pour le vote. Pour Bernie Sanders. Pour Bernie Sanders, ouais. Et que du coup, là, à un moment donné, quand on ne peut plus faire du porte-à-porte, quand on ne peut plus appeler les gens à venir se rassembler, etc., parce qu'il faut que tout le monde reste chez soi, ça limite quand même beaucoup la capacité à gagner des gens par capillarité, puisqu'on ne peut plus les voir. Ouais, et donc voilà. Et quant à Biden, on l'a très peu vu, très peu entendu. Il est quand même resté assez silencieux. Et globalement, sa ligne, c'était mettez Trump dehors en votant pour moi. Globalement, c'est vraiment… voilà. Alors que Trump, lui, il a quand même beaucoup plus parlé des questions économiques et des questions d'emploi. Il a essayé de faire voter, on va dire, les gens qui ne font pas partie des élites qui voulaient voter pour lui, mais des gens qui sont classe moyenne ou classe populaire, sur ces questions clés de l'emploi et de l'économie. Il en a vraiment parlé, Et évidemment, en se présentant lui comme
quelqu'un qui avait un très bon bilan sur ces questions-là et qui garantissait que ça irait au moins aussi bien, si ce n'est encore mieux, s'il était réélu. Ouais, donc un milliardaire qui essaye de faire qui dit vouloir faire la politique pour les pauvres, pour les plus démunis. On a écouté, ça résonne pas mal dans les oreilles des Montpelliérains parce qu'on a presque eu des, des tentatives du même genre avec un milliardaire aussi local qui avait la volonté de s'occuper des plus démunis. Mais ceci dit, donc Biden, son programme, c'était l'anti-Trump. Mais il semblait que les dernières semaines, il a fait une fin de campagne sur le terrain de la gauche, sur le terrain de Sanders, de Warren. Est-ce que c'est vrai ou pas et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Alors, très franchement, moi, je sais pas trop. Je suis assez étonné parce que ça me dit rien. Et puis, j'ai demandé à tous mes contacts là-bas comment ils avaient senti cette fin de campagne, Biden, etc. Et vraiment, je vois pas trop là. Je sais effectivement que dans sa plateforme, il y a la question de enfin multiplier par 2 le salaire minimum au niveau fédéral, donc le faire passer à $15 de l'heure, qui a la volonté aussi de taxer, taxer les entreprises et de monter les impôts sur les entreprises de 21 à 28%, qu'il y a la volonté de taxer les entreprises qui aussi délocaliseraient. On est loin de Roosevelt. Ça. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit les choses qu'il ait le plus mises en avant du tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une enquête qui est sortie, qui a été publiée par le site de NPR, qui est en gros la grande radio publique là-bas, donc qui serait une espèce de mix ici entre France Inter et France Culture. Donc ça se trouve facilement sur Internet, qui a sorti donc une enquête juste avant sur 110 000 personnes, donc l'échantillon est quand même assez intéressant, juste avant le 3 novembre, quelques jours avant le 3 novembre. Et qu'est-ce qu'on voit sur les raisons pour lesquelles voter? L'économie et l'emploi arrivent parmi les premières raisons. Je crois que c'est au moins 28% des gens qui les citent. Et quand on leur demande pour qui ils votent, à ces gens qui mettent l'économie et l'emploi en premier, eh ben, ils mettent Trump en premier, en fait. Et en revanche, le clivage, ça va plus être sur les thématiques comme la santé et aussi la gestion de la crise du coronavirus. Là, les gens qui votent pour ces raisons-là mettent Biden en premier. Donc, a priori, moi, ce que je vois, c'est que le message qui est plutôt passé, c'est d'un côté Trump qui disait je vais sauver vos emplois et l'économie, et de l'autre, un Biden qui disait je vais régler la crise du coronavirus et puis vous assurer les moyens d'avoir des services de santé qui vous coûteront beaucoup moins cher que maintenant. Voilà, en gros. D'accord. Juste avant de passer à une autre question sur Biden, on a une question là sur. On a vu comment les mouvements afro-américains s'organisaient pour lutter contre le racisme. Est-ce qu'on peut parler, parce qu'il semble que c'est un peu fini avec l'ère Trump, de mouvements latinos et comment les mouvements latinos s'organisent? Parce qu'à la Carmagnole, on a pas mal d'aficionados du mouvement catalan, du mouvement d'Espagne ou de l'État espagnol. Donc c'est une question qui les intéresse, les questions latinos. Est-ce que tu pourrais nous dire comment les latinos s'organisent politiquement? Est-ce que déjà on peut dire qu'il y a un mouvement latino, ou est-ce que tout ça c'est parti éparpillé façon puzzle, comme diraient certains, avec l'ère Trump? Alors, je ne suis pas un spécialiste de la question latino, donc ce que je vais dire, c'est vraiment, comment dire, d'une certaine façon, le minimum de ce que je sais pour ne pas dire des choses que je ne sais pas. D'accord ? C'est déjà pas mal. Je préfère faire ça quand même, ça me paraît plus prudent. Moi, ce que j'ai comme info sur, je ne dirais pas le mouvement latino, mais plutôt déjà, parce qu'effectivement, bon, c'est très compliqué, hein, cette étiquette de latino, elle est quand même particulièrement élastique. Ça peut vouloir dire plein de choses très très différentes.
et ça peut vouloir dire des réalités de vie très, très différentes. Hein. Si vous êtes, par exemple, dominicain à New York, votre vie, elle n'a pas forcément grand-chose à voir avec un Cubain à Miami dont la famille est partie de Cuba par anticommunisme. Voilà. Et encore, ça a complètement rien à voir avec le fait d'être d'origine mexicaine au Texas ou en Californie. Voilà. Donc tout ça est quand même c'est des réalités de vie très différentes. On ne peut pas parler vraiment de mouvement latino. Alors, en revanche, moi, ce que j'ai quand même identifié dans la campagne, c'est une problématique qui est liée à la campagne Sanders. Et ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, dans des États comme le Nevada, là, dont on a parlé, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs latinos qui travaillent dans les casinos et les choses liées à ça, l'industrie du tourisme et des loisirs, de l'hôtellerie, de la restauration. Mais dans d'autres, mais aussi en Californie, mais aussi au Texas. Voilà, donc plutôt quand même tout ce qui relève de la côte ouest et aussi le Midwest, où vous allez trouver dans le Midwest, il y a une industrie en fait agroalimentaire, de la viande. Il y a énormément de latinos qui travaillent dans des usines qui produisent des paquets de poulet, de bœuf, ce que vous voulez. Là, par contre, il y a eu une dynamique très, très importante et consensuelle, hein, c'est-à-dire il n'y avait pas vraiment de clivage. C'est des latinos il y a une problématique de classe, c'est des latinos qui sont tous de milieux populaires, dont beaucoup sont soit des premières générations qui ont eu le droit de vote il n'y a pas longtemps souvent, ou des deuxièmes générations, des enfants de gens qui sont arrivés et qui n'avaient pas le droit de vote. Et là, il y a vraiment eu un mouvement très, très massif de vote pour Bernie, quoi. Ça, c'est un truc très important. Mais qu'on peut trouver aussi dans l'État de New York, par exemple. Justement, puisque tu parles de l'État de New York, on parle du paysage politique. Donc, on a compris, Biden, il ne faut pas s'attendre à avoir un changement énorme de modèle économique ou autre. Et par contre, en parlant de latino et en parlant de New York, nous, on voudrait te faire écouter une petite vidéo. Alors, comme les gens, là, ils sont sur la chaîne de la Carmagnole, il nous a semblé que c'était bien de leur donner une petite dose de BFM TV, parce que du coup, ils n'ont pas leur dose de BFM TV ce soir puisqu'ils sont avec nous. Donc, on va écouter un petit extrait d'un reportage de BFM TV sur une latino qui est de gauche, et bien de gauche, visiblement. Son surnom, AOC, 3 initiales qui marquent les esprits et bousculent les codes. Un phénomène médiatique du Time au Monde Magazine en passant par Vanity Fair. Alexandria Ocasio-Cortez, une serveuse devenue à 29 ans la plus jeune représentante du Congrès américain. Et l'adversaire numéro 1 de Donald Trump. À gauche toute, avec une forte tonalité écologique. Et quand la jeune espoir démocrate mêle environnement et lutte sociale, elle utilise les gilets jaunes comme symbole des inégalités. And the yellow vests in France are a perfect example of what happens when you do not address economic and social justice in the same sweep as climate policy. Because what happens is that A, the policy becomes unsustainable. B, society starts to fall apart, which is what happens in income inequality. Yeah. And then C, we don't actually solve the environmental issue. And they are connected because women like me aren't supposed to run for office. Investie, elle se démarque d'emblée avec ce clip de campagne. I was born in a place where your zip code determines your destiny. My name is Alexandria Ocasio-Cortez. I'm an educator, an organizer, a working class New Yorker. Dans ce spot très léché, la jeune femme troque ses ballerines contre des talons, dénonce le pouvoir de l'argent et la gentrification. We've got people, they've got money. Un clip qui sera vu plus d'1 million de fois. Une star de la politique est née. Vote for Alexandria Ocasio-Cortez. Un ancrage très à gauche, influencé par son mentor Bernie Sanders, l'homme le plus radical du Parti démocrate, battu aux primaires par Hillary Clinton en 2016.
Des clashs à répétition entre Alexandria Ocasio-Cortez et Donald Trump. Ici, elle le traite de raciste. À son tour, il tacle son programme écologique. They introduced the so-called Green New Deal. It sounds like a high school term paper that got a low mark. Futée, Alexandria Ocasio-Cortez sait aussi être subtile. Comme ici, en 5 minutes chrono, où elle démontre qu'un président élu avec l'argent du pétrole peut faire voter les lois qu'il veut. Are there any limits on the laws that I can write or influence? There's no limit. So there's none. So I can be totally funded by oil and gas. I can be totally funded by Big Pharma, come in, write Big Pharma laws, and there's no limits to that whatsoever. That's right. Quel sera son avenir politique? En 2020, Alexandria Ocasio-Cortez ne pourra pas se présenter contre Donald Trump, trop jeune. Mais le prochain tour, en 2024, elle aura l'âge minimum pour prétendre à la présidence des États-Unis. Donc là, on a vu ce portrait. C'est un des rares trucs regardables sur BFM TV. Donc, on a vu le portrait d'AOC. Et ça a l'air d'être un arbre de gauche écolo, mais il y a une petite forêt quand même derrière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce qu'on parle du groupe de la Squadra, on parle Bernie Sanders, on parle des démocrates, du Parti social-démocrate américain. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce côté-là de l'échiquier politique? Un échiquier qui nous intéresse bien, nous, à la Carmagnole. Oui, elle, c'est une icône. Hein. Bon, c'est un génie politique, particulièrement jeune d'ailleurs, pour avoir ce talent et ce niveau très impressionnant dans sa capacité à faire de l'agitation politique et à intervenir de façon efficace. Et avec du fond en plus. Avec énormément de fonds, c'est très très impressionnant. C'est un pur produit du mouvement Sanders, en fait, elle. Après, il y a quelque chose. Elle est intéressante aussi en termes de parcours parce qu'elle vient d'un milieu intermédiaire avec une mère qui vient d'un milieu très populaire, un père aussi, mais qui devient petit commerçant ou artisan, je ne sais plus très bien, quelque chose comme ça, et qui perd, avec la crise, en fait, il perd son job. Et là, elle, qui a pu faire des études, elle arrête. Et elle va se retrouver à faire serveuse à ce moment-là, parce que sinon, ils risquent de perdre leur maison et tout. Et du coup, c'est quelqu'un qui, en fait, je la connais pas, mais je pense qu'elle y a cru au rêve américain, en fait, elle, à un moment donné. Elle a fait partie de ces générations qui croyaient qu'ils pouvaient s'élever au-dessus de leurs parents. Et elle a vécu ça, et après, tout s'est, brisé. Et elle a vu, et elle a perdu toutes ses illusions, et ça l'a énormément politisé, en fait. Bon, après, il y a eu toute la campagne, etc., quoi. Mais elle, justement, elle sait de quoi elle parle pour ça. Elle connaît les mythes, quoi. Voilà, donc c'est un véritable modèle. C'est une dirigeante. Elle inspire énormément. Tu disais l'arbre qui cache la forêt. Oui, elle rend accessible tout un tas d'idées politiques pas forcément simples, et elle donne beaucoup envie à des jeunes gens de ce qu'on appelle la génération Z de s'investir politiquement et de faire comme elle, en fait. Voilà, y compris des gens plus âgés. Et là, elle appartient à un mouvement, une organisation politique qui s'appelle Democratic Socialists of America. Qui a aujourd'hui, après la campagne présidentielle, autour de 80 000 militants, ce qui est quand même… 80 000 militants. Ouais, ils sont passés à 80 000 là, juste dernièrement. Ils ont été 50 000, 60 000. Là, ils se revendiquent autour de 80 000. Après, c'est quelque chose de très décentralisé. C'est une organisation parapluie. Hein, voilà. Mais ceci dit, il y a une efficacité militante. Moi, j'ai pu observer ça quand j'étais à New York pendant plusieurs mois en 2019. C'est très, très impressionnant de voir des gens de cet âge-là, souvent, parce qu'il y en a énormément qui ont entre 17 et, je sais pas, moi, 25 ans, qui sont capables de faire des trucs avec une efficacité militante
quand ils font par exemple du porte-à-porte ou quand ils vont organiser tout un tas d'actions ou tout simplement d'événements. Là, on a plein de leçons à prendre, hein, franchement, y compris même pour des gens qui ont été actifs dans le militantisme pendant Peut-être 18 même ans. surtout pour des gens qui ont été actifs dans le militantisme depuis longtemps. Peut-être ça fait du bien un peu de cette fraîcheur, cette nouveauté. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'elle est sur New York et elle défend le Green New Deal. Donc, mélanger l'écologie et le social. Qu'est-ce que c'est ce Green New Deal américain dont on entend un peu parler? On en a entendu parler en Europe avec le Parti travailliste à l'époque. Et puis là, on entend beaucoup aux États-Unis. Et Trump ne se trompe pas quand il essaye d'attaquer AOC et la gauche du Parti démocrate. C'est contre le Green New Deal qui balance ses scuds, quoi. Oui, parce que, par ailleurs, lui, il est climato-sceptique. Enfin, en tout cas, il est globalement à la sceptique. limite, ce qu'il en pense lui, mais en tout cas, il utilise beaucoup le climato-scepticisme et des théories complotistes autour du problème du changement climatique pour dire qu'il n'y a pas de vrai problème, en fait. Alors que, il y a quand même eu des incendies complètement énormes, notamment en Californie, en Oregon, etc., pendant cet été. Enfin, il y a plein de choses qui montrent qu'en fait, c'est en train de très, très mal tourner sur cette planète, en fait, et qu'il y a le feu. Mais concrètement, pourquoi est-ce qu'il est contre le Green New Deal? C'est parce qu'en fait, le Green New Deal, c'est une série de mesures d'urgence ou immédiates, je dirais, dans le sens de la transition écologique, et une transition écologique antiproductiviste et en gros, qui amènerait à pouvoir se passer des énergies fossiles. Et il est évident que Trump est trop lié à tous les lobbies du pétrole, du gaz de schiste, etc., pour pouvoir être d'accord avec ça. Il y a trop de milliards de dollars qui sont en jeu pour lui, et ça énerve trop de gens dans la classe dirigeante, dans la grande bourgeoisie, chez les grands patrons de ces secteurs-là, quoi. Donc, c'est sûr que c'est une cible pour des gens comme lui et comme l'élu là qui est à QAnon, dont on a vu la vidéo. Oui, et donc avec AOC, on voit qu'il y a une nouvelle génération qui monte, parce que donc Bernie Sanders, à peu près l'âge même un peu plus vieux que Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est quand même la génération qui a fait son dernier tour de piste là, avec ces élections. Donc là, ça monte avec AOC et la Squadra. Est-ce qu'il y a d'autres endroits que New York, que les grandes villes? Est-ce que ça prend dans d'autres États le courant politique des démocrates, des socialistes démocrates? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que pour l'instant, c'est quand même plus les grandes villes, clairement. Parce que ça correspond à une sociologie, etc. Et que les zones rurales sont pour l'instant effectivement majoritairement conservatrices, et je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails de pourquoi, hein, mais c'est un fait. Mais en tout cas, oui, ça n'est plus. Alors, New York, c'est vraiment la pointe avancée, hein, parce que là, ils ont gagné encore plus d'élus. 2 élus en plus. Enfin, il y en a un qui n'est pas à DSA, mais très proche. Hein. Donc, Jamal Bowman et Mondaire Jones, qui vont aller au Congrès, en fait. Après, il y a des élus, il y a de nouveaux élus au Sénat et à la Chambre de l'État. Et il y en a pas. En fait, ils gagnent de plus en plus d'élus dans les municipalités. Et dans les chambres et les sénats des États. Donc c'est un mouvement qui sont progresse, clairement à Chicago, qui est quand même une des plus grosses villes des États-Unis. Hein. Ils sont le deuxième groupe d'élus municipaux. Parce qu'en gros, il y a les démocrates, et il y a eux, alors qu'ils sont plus ou moins dans le parti, ils sont dans une logique de dents d'or, quoi. Mais voilà, et les républicains, c'est quasiment rien à Chicago, je ne sais même pas si. Donc voilà, ils sont vraiment nombreux.
Ils ont aussi des élus à Atlanta. Alors, il y a notamment dernièrement, il y a une militante qui est à la fois, ça c'est assez intéressant, ce que ça dit culturellement des États-Unis, qui est à la fois infirmière et qui est pasteur, qui vient d'être élue dans le Missouri, donc à Saint-Louis, dans une circonscription où la question Ferguson, en fait, qui a été un lieu de manifestation très important de Black Lives Matter, et en 2014, et pas loin, en fait. Et du coup, il y a, en fait, voilà, ce mouvement-là, depuis 2014, a joué un rôle très important pour lui faire prendre la place qu'elle a fini par prendre pour en arriver à être élue au Congrès. C'est la première femme noire à être élue pour cet État au Congrès fédéral. Et voilà, et c'est assez intéressant parce qu'elle lie tout, en fait. Et notamment, en tant qu'infirmière, elle a lié la question de la pandémie du Covid, la question de Medicare for All, de la couverture santé universelle, la question de la lutte antiraciste. En tant que femme aussi, elle a fait le lien avec la lutte féministe. Enfin bon, voilà, c'est ce type de... Et puis, elle est portée en tant que pasteur par, je ne sais pas trop comment appeler ça, une forme peut-être de théologie de la libération noire. Voilà, même si on ne l'entend pas parler religion, ça n'est pas sa problématique, mais elle va reprendre un fond, une forme d'action, et des pratiques qui sont très très clairement liées à ça, et qui sont liées d'ailleurs à la lutte historique des Noirs, qui a été aussi beaucoup liée aux églises. C'est très encourageant tout ça, parce que là on est dans une période où il y a du confinement, où tout le monde, le moral est un peu bas dans le mouvement social en France, ou au mouvement politique ou autre, où tout s'éparpille, tout est assez divisé. De voir que aux États-Unis, où on n'avait pas vraiment vu de mouvement socialiste, mouvement de gauche depuis des années, on voit qu'il y a ça qui monte. C'est vraiment très encourageant, qui peuvent nous inspirer avec le Green New Deal, avec une nouvelle façon de faire la politique. Mais au sortir de ces élections, c'est quand même très, très contrasté, parce qu'on voit dans ces élections, on a l'élection d'une représentante du QAnon. On a en même temps le démocrate socialiste au parti qui a aussi qui a gagné des voix. Mais du coup, quel paysage politique on peut lire de ces élections? Comment on peut analyser ce qui sort des urnes américaines après ce 3 novembre? Ça paraît vraiment complexe, ou finalement non? Et on a une trajectoire de polarisation. Si je devais résumer, je dirais ça. Après, et je dis bien trajectoire, parce qu'on n'est pas encore à... là, la gauche radicale, elle est en refondation, elle est encore très minoritaire, même si elle a clairement des gains. Et en face de ça, il y a une droite extrêmement dure, qui est en phase de radicalisation, un peu comme en France d'ailleurs. Et donc, on a effectivement des élus type cette personne de QAnon. Il y a un autre élu, le plus jeune élu à la Chambre des représentants là, cette année, il s'appelle Madison Cawthorn. Il a 25 ans. Et c'est comment dire, c'est quelqu'un qui est raciste, pro-Trump, qui apparemment a agressé le temps n'y fait rien à la faire. Voilà, et en fait, la situation fait émerger comme crédible, comme figure crédible pour le pouvoir, des gens comme ça à droite, mais à l'inverse, à gauche, des gens qui sont prêts aussi à renverser la table d'une certaine façon, c'est-à-dire à dire que il va falloir prendre des mesures de transformation structurelle radicale pour s'en sortir. Mais je tiens à le préciser quand même, parce que j'aime pas beaucoup les symétries qui sont injustes. La violence
les politiques de haine, de ressentiment comment dire, et de violence, en fait, est vraiment que du côté de cette droite radicale. La gauche dite radicale, elle utilise complètement d'autres discours, d'autres rhétoriques, d'autres valeurs. Elle met en avant plutôt l'empathie, elle met en avant évidemment les questions de solidarité. Voilà, donc ça n'a rien à voir en termes de positionnement. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas, ça n'est pas des, comment dire, comment on appelle ça, l'ultra-gauche qui propose de faire des attentats, ou je ne sais pas quoi. Hein, voilà. Ouais, alors que du côté de l'extrême droite, ces gens-là existent et s'organisent. Donc il y a une propension à aimer les armes, de ce qu'on a vu, et même quand ils font campagne, de mettre en scène les armes à feu, leur utilisation et tout, qui laisse présager des tensions quelque peu fortes. C'est un droit constitutionnel. Ouais. Et il y a une des paniques morales importantes qu'il y a en ce moment, c'est qu'effectivement, c'est défendu comme un droit fondamental, et ces gens-là pensent qu'on va leur enlever un droit si on contrôle le marché et l'utilisation des armes. Donc, ils disent on est prêt à utiliser ce droit, quoi. Voilà, mais moi je pense qu'une loi, il y a une telle situation sur la question des armes aux États-Unis, que une loi ou une réforme qui devrait être constitutionnelle d'ailleurs là-bas, ne suffirait pas. C'est-à-dire qu'il faudrait un processus type guerre civile, vraiment. Enfin, je veux dire un processus de paix interne, quoi, où on dirait on trouverait des moyens pour permettre aux gens progressivement de laisser leurs armes, etc. Enfin, parce que sinon, c'est impossible. Culturellement, il y aurait un backlash avec des gens qui essaieraient effectivement de faire des attentats, de massacrer des gens, en disant qu'ils ont le droit de défendre leurs droits, en fait. Et il y en a déjà eu d'ailleurs des attentats de fanatiques du droit à porter des armes. Ouais, c'est une situation assez compliquée. On voit qu'il y a une grosse polarisation entre des gens adeptes du Green New Deal et puis ceux qui sont pour la défense de leur droit constitutionnel à porter des armes. Donc tout ça, ça donne un paysage très contrasté. Donc on va voir si tu nous as pas menti, si tu nous as pas mis une fake news en disant que Biden avait gagné. Donc on va regarder ça de très très près. En tout cas, nous, on te remercie beaucoup d'avoir essayé de nous faire comprendre, parce que de vue d'ici, c'est quand même compliqué ce qui se passe aux États-Unis. C'est pas quelque chose dont on parle vraiment, tous ces courants politiques. Et puis ces lueurs d'espoir, ces lucioles, quand il y a autant d'obscurantisme, d'avoir des petites lucioles comme AOC, le Green New Deal, Sanders et autres, ça fait du bien. Donc merci beaucoup d'avoir accepté de nous causer de tout ça. Merci de ta patience aussi, parce que très intéressant. On est en rodage, et donc le nombre de fois où je te dis est-ce que tu nous entends, je pense que c'est énorme. Ça doit être à peu près un millier de fois. Donc merci de ta patience, et j'espère qu'on te retrouvera d'ici peu, peut-être en vrai même, qui sait, quand il n'y aura plus de Covid, pour nous parler des États-Unis et du DSA Party. Alors nous, donc merci beaucoup. Merci. D'habitude, il y a une standing ovation, mais là, bon, on n'est pas très nombreux, donc voilà. En tout cas, on t'applaudit bien fort et on te remercie beaucoup. Merci. Donc, bonne soirée. Je vais me... merci à toi. Donc pour nous à la Carmagnole, on va essayer de continuer cette aventure avec la chaîne vidéo d'un GAFAM qu'on adore, YouTube. Comme tous les GAFAM, on les adore à la Carmagnole. On se retrouve lundi pour une soirée sur un point sur la pandémie de la Covid-19 avec Samuel Elison, qui est un habitué du 10 rue Agneau, donc chercheur au CNRS,
qui nous avait déjà fait l'amitié de venir pour nous en parler, et de son collègue, lui, qui n'est pas encore venu à la Carmagnole, Mircea Sofonea, un enseignant-chercheur de l'Université de Montpellier qui travaille avec Samuel sur la modélisation de la propagation du virus. Donc, on vous donne rendez-vous lundi à 19h sur la chaîne YouTube. Et d'ici là, n'hésitez pas, si vous voulez soutenir la Carmagnole, si vous voulez apporter des dons pour que ce lieu puisse survivre au Covid, va aller sur notre site, allez sur Hello Asso, et merci beaucoup. Donc à lundi 19h sur notre chaîne, une Carmagnole certes confinée, une Carmagnole certes masquée, mais une Carmagnole motivée. À très bientôt. Au revoir.